C'est triste le jour où on mangera la viande artificielle. Je sais pas, moi j'arrêterai de manger parce que bon, on mange pas des nutriments, on mange pas des aliments qui poussent. On mange des aliments qui ont du sens, qui ont de l'histoire. Je mange un aliment parce que je sais que c'est du charolais qui vient d'une région que j'adore et quand je vois le producteur qui l'élève et les vaches qui ont l'air si bien dans leur pré, ça me fait envie. Et puis quand je sais la recette de ma grand-mère qui me fait des riz de veau, ça me fait plaisir d'y penser, de penser à ma grand-mère. Donc, quand j'ai mangé la viande in vitro, je ne penserai plus à ma grand-mère et ça va me désoler. Une séance photo dans un studio de banlieue parisienne. Par exemple, ça, super. Devant l'objectif, une épaule d'agneau. Est-ce qu'on met la table dans l'autre sens ou est-ce que je photographie quasiment du dessus? Du dessus, ça peut être pas mal. Ouais, ok. Jean-Claude Amiel et Natacha Arnoux préparent les futures pages d'un magazine culinaire. Le thème du jour est une déclinaison autour de l'agneau confit. De la viande donc, pas l'aliment le plus consensuel qui soit. De la viande crue, c'est pas le plus simple, ça c'est sûr. Il faut que ça reste... faut que ce soit joli alors que c'est quand même un peu trash. L'aspect trash, c'est quoi? Côté un peu trop près de la bestiole. Voilà, c'est des magazines qui sont faits pour tout le monde, donc pas forcément ceux qui adorent la viande rouge. Donc c'est un exercice un peu délicat. Après tout se corrige, là, la viande elle est un peu rouge, donc c'est pas très joli. Pas facile de rendre glamour un aliment de plus en plus décrié. Des ventes en baisse, une confiance des consommateurs sérieusement entamée, la viande va mal. Bien sûr, il y a eu les scandales sanitaires qui ont émaillé ces 20 dernières années. La maladie de la vache folle pourrait être mortelle pour l'homme. De nouveaux cas d'intoxication alimentaire au steak haché surgelé. Le scandale des surgelés contenant de la viande de cheval. On retourne dans la région bordelaise avec l'intoxication de 3 enfants qui avaient mangé des steaks hachés. Mais aujourd'hui, on s'interroge aussi sur les bienfaits de la viande dans notre alimentation. Au cœur des inquiétudes, la viande rouge. Bœuf, veau, agneau, porc et même charcuterie. Ces viandes, dites de boucherie, sont-elles bonnes pour notre santé? Y a-t-il des dangers à les consommer? S'il y a bien un risque qui soit associé à une consommation excessive, c'est celui du cancer du côlon et du rectum. Un néphrologue dans la salle d'attente nous a dit que peut-être elle mourrait. La France est un pays qui offre un haut niveau de protection aux consommateurs. Quand je vois un steak, je vois l'animal, quoi. Je peux plus, c'est impossible. Un chef en cuisine, une table digne d'un grand restaurant. Dans ce loft parisien, les convives sont les heureux gagnants d'un tirage au sort. On est ravis parce qu'on est des grands fans de bouffe, des grands fans de viande, des grands fans de bœuf. Ce qu'ils ont gagné, c'est un dîner dégustation autour d'un seul ingrédient, le bœuf. En amuse-bouche, c'est carpaccio de bœuf limousine, noir de Crimée et litchi. Ok, super. Voilà. C'est-à-dire Ça tombe bien, Édouard et son cousin Pierrick sont des amateurs de bonne chair et de fins connaisseurs de la viande de bœuf. La variété des espèces, la variété des pièces, on a l'impression de jamais avoir terminé notre découverte du bœuf et de toute sa cuisine. Aux manettes de cette soirée, les industriels de la viande. Une opération de communication à la gloire de la viande rouge. L'établi pour voir un petit peu comment ça se passe. La filière de la viande est très attaquée et donc il est question là de rappeler à quel point la viande de bœuf est essentielle à une alimentation équilibrée, essentielle au plaisir gustatif et puis essentielle aussi avec une approche plus sociale, une approche où les gens peuvent se rencontrer et se rassemblent autour de la viande de bœuf.
Pour l'entrée ce soir, vous avez une boulette de bœuf en fait qui est travaillée avec de la basse-côte hachée et des herbes, coriandre, persil, cerfeuil et des petites pousses d'épinards pour rafraîchir. Voilà, bonne dégustation. Merci. Pour la plupart de ces jeunes carnivores, manger de la viande est un acte de tous les jours, peu importe les quantités. Du bœuf, du veau. Moi j'apprécie énormément, vraiment au quotidien, presque au quotidien. Cette semaine par exemple, je suis allée au resto quasiment tous les soirs. J'en ai mangé pratiquement tous les soirs. J'aime la bonne bouffe et la bonne viande. C'est peut-être pas très bon, mais je pense qu'en ayant une alimentation variée à côté, avec beaucoup de légumes, du sport et une hygiène de vie correcte, c'est mieux que du fast-food. Essentielle à notre alimentation, la viande rouge, sur le plan nutritionnel, elle nous apporte quantité de bonnes choses. La viande, c'est du muscle, donc avant tout une source de protéines, quelle que soit la bête ou la qualité de sa production. Ce sont aussi des lipides, dont la quantité varie en fonction de l'espèce et du morceau, de la vitamine B12 et du fer dit héminique. Doit-on pour autant en consommer tous les jours, quasiment à chaque repas? Comme beaucoup de nutritionnistes, Jean-Michel Le Cerf le déconseille fermement. Le problème, c'est la consommation excessive. Il n'y a pas d'aliment qui soit mauvais en soi. Sinon, on ne comprendrait pas très bien comment on peut faire pour vivre. Et donc, la viande est un aliment qui a ses qualités. Voilà. Le problème, c'est la consommation excessive. Et il est assez bien établi que s'il y a bien un risque qui soit associé à une consommation excessive, c'est celui du cancer du côlon et du rectum. Ce sont les conclusions de ce rapport mondial sur le cancer. Les études de population ont montré qu'il y avait un lien dit convaincant entre une consommation importante de viande rouge et un risque accru de cancer du côlon et du rectum. Mais beaucoup d'autres facteurs entrent aussi en jeu. Ça s'inscrit beaucoup plus dans un style alimentaire. C'est-à-dire que les gros mangeurs de viande sont aussi des gens qui peuvent être des gens sédentaires, en surpoids, parfois fumeurs, parfois buveurs, etc., etc. Comment, dès lors, définir le rôle exact de la consommation de viande rouge dans le développement d'un cancer du côlon? À Toulouse, une équipe de chercheurs travaille sur la question depuis plusieurs années. Et pour comprendre les effets de la viande, ils en donnent à des rats. Alors, pour mesurer l'impact de l'alimentation et en particulier des régimes riches en viande sur le cancer du côlon, on est obligé de mener des expérimentations nutritionnelles dans des modèles précliniques, en particulier des modèles animaux, et on va leur donner soit un régime contrôle qui est équilibré en fibres, en vitamines, en protéines, soit un régime riche en viande, que ce soit des viandes transformées modèles, en gros des charcuteries modèles, ou des viandes normales, que ce soit des viandes bovines ou des viandes porcines. Pour mesurer l'effet de la viande sur le développement de la maladie, il a fallu au préalable chez les deux groupes de rats déclencher un début de cancer du côlon. À la fin des 100 jours, on pourra comprendre si effectivement la consommation élevée de viande a pu augmenter le risque de développer le cancer enclenché. Et le seul moyen de mesurer 100 jours plus tard l'effet de ce régime sur la santé du rat, c'est d'observer directement son côlon, ici coloré en noir. On récupère le côlon du rat, c'est-à-dire le gros intestin. On le coupe longitudinalement, c'est comme un tuyau, et là on l'a ouvert et aplati. Donc on voit l'intérieur de la muqueuse sur le dessus. C'est là qu'apparaissent les lésions provoquées par le cancer. On ne connaît pas le régime qu'a eu le rat, et donc on va observer et n'avoir pas d'a priori pour décider si oui ou non on a une belle lésion. Et une belle lésion, ça ressemble à ça, la tache blanche en haut à droite. Le rôle de Sylviane, c'est de les compter sur chaque côlon pour chacun des rats et de comparer ensuite les résultats. Lorsqu'on fait une représentation graphique de ces résultats, on voit que les rats qui ont un régime contrôle ont moins de lésions précoces
lésions précoces du cancer, que les rats qui ont un régime riche en viande. Cette augmentation, elle est de l'ordre de 20%. On peut dire que notre approche expérimentale a permis de confirmer l'augmentation du risque observé par l'épidémiologie. Le responsable, ce serait le fer contenu dans la viande rouge. Les conclusions sont claires, elles ne signifient pas pour autant que manger de la viande provoque directement le cancer colorectal. On n'a aucun travaux qui permettent de dire que la consommation de viande va initier le cancer, mais dans le cadre d'un processus déjà engagé, en fait, une consommation élevée de viande va aggraver, va continuer d'avancer dans ce processus. Et pour prévenir ce risque, les autorités de santé recommandent de limiter notre consommation. Les experts s'accordent pour dire qu'il ne faut pas dépasser l'équivalent de 70 grammes de viande rouge par jour. Donc si on calcule par semaine, ça fait à peu près 500 grammes. Et 500 grammes, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on compte en nombre de repas, manger 3 fois par semaine de la viande rouge, c'est bien. J'allais dire c'est un maximum. Ça peut être un peu moins. 3 fois par semaine, sur 14 repas. Les 500 grammes sont vite avalés. En France, à peine un tiers des consommateurs dépasserait cette limite. Bien loin derrière les Américains, et surtout les Argentins et les Uruguayens, qui consomment plus d'1 kilo de viande rouge par semaine, et chez qui les taux de cancer colorectal sont très élevés. On va entamer le poêlage des onglets de bœuf, donc beurre, huile, pour pouvoir monter plus facilement en température. Au dîner de nos Parisiens carnivores, c'est l'heure du plat principal. On va assaisonner l'onglet tout le long de la cuisson. Ce soir, ce sont les saveurs qui priment. Dans la poêle, le beurre est roi. J'en rajoute un petit peu, ça permet quand même d'avoir une belle coloration de la viande, une belle croûte. Enfin, ça va bien matcher. En plus, ça va être servi avec de la salade, donc on peut se permettre un petit peu des écarts, on va dire. Alors, on entend ça, ça chante. De la matière grasse, mais surtout une très haute température pour saisir la viande. On l'apprend à l'école, on va l'apprendre que c'est des composés qui sont limite cancérigènes, toutes ces graisses cuites à haute température. Je pense qu'une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Ce bon goût de grillé, c'est bien ce que tous les amateurs de viande rouge préfèrent. Jambon cuit, intensité 3. Viande crue, intensité 3. Champignons, intensité 2. Dans ce centre de recherche de l'INRA, à Clermont-Ferrand, on étudie justement les odeurs et les arômes qui caractérisent des viandes après cuisson. Patates, intensité 4. Viande crue, dans chacun de ces box, des volontaires sentent tous les parfums contenus dans ce morceau de viande cuite au four. Chaque odeur est extraite et isolée par cet appareil unique en son genre. Chaque signal que vous voyez ici correspond à une odeur qui a été perçue par le dégustateur qui est situé dans ce box. Donc vous voyez que certains pics sont perçus de manière consensuelle. Et c'est ces odeurs consensuelles qui nous intéressent parce que ça va être les contributeurs majeurs à l'odeur globale du produit. Jambon cuit. Chaque type de cuisson de la viande génère des arômes caractéristiques. Typiquement, si on prend une viande bouillie, par exemple, on va avoir des arômes qui seront très faibles, donc une appétence, un pouvoir de séduction vis-à-vis du consommateur qui sera largement réduit. Le rôti et le grillé étant au contraire les arômes plébiscités. Le problème, c'est que ces types de cuisson sont aussi ceux qui génèrent des composés toxiques. Ce morceau de bœuf va être cuit dans un four spécial à 200 degrés. De l'échantillon réduit en poudre, les chercheurs extraient les composés à analyser et quantifier. Le résultat apparaît sur ce graphique. Chaque pic représente un composé généré par la cuisson. La plupart sont qualifiés de toxiques. Plus la cuisson va être intense, c'est-à-dire plus on va utiliser des hautes températures,
plus on va avoir tendance à générer ces composés toxiques. Ici, on a le benzoapyrène, qui est un des composés les plus toxiques produits au cours de la cuisson de la viande. Alors l'impact sur la santé du benzoapyrène, il est relativement mal connu, surtout que là, les doses auxquelles il est présent dans la viande sont relativement faibles. Par contre, sur le long terme, il pourrait avoir une incidence sur la santé avec d'autres composés potentiellement toxiques. Difficile de mesurer sur toute une vie les effets de ces composés toxiques. Ils sont pourtant clairement pointés du doigt par les nutritionnistes. Si vous cuisez de façon inappropriée la viande, grillée, barbecue, plancha, tout ce que vous pouvez à la poêle, etc., là, vous produisez des substances qui ne sont pas du tout intéressantes et qui sont un élément important dans le risque de cancer colorectal, mais aussi d'autres cancers associés à la consommation excessive de viande. Donc c'est au moins autant le mode de cuisson, et ça, c'est votre responsabilité en tant que mangeur, de veiller au mode de cuisson. Haro sur le grill. Place aux cuissons lentes, à feu doux, soit le pot-au-feu ou la blanquette de nos grands-mères. Entre équilibre alimentaire et plaisir gustatif, pas simple d'accorder à la viande rouge sa juste place dans nos assiettes. Mais cette viande que nous mangeons, pour la grande majorité produite en France, est-elle parfaitement saine, indemne de contamination? Quelles sont les garanties sur son mode de production? Une petite commune entre Belfort et Montbéliard. Capucine, âgée de 9 ans, a été victime d'une grave intoxication après avoir mangé de la viande. Oh Capucine, ça a été l'école ce matin? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? On a fait une dictée. T'as fait une dictée. T'as eu très bien? J'ai eu une faute. Une faute. C'est pas grave. Le mercredi, toute la famille rentre pour le déjeuner. Au menu, des crudités, des pommes de terre, mais aucune viande. Comme elle va à la cantine toute la semaine, le mercredi et les week-ends, on essaie de faire une alimentation sans viande, avec des légumes. Donc t'adores les légumes, hein? Non. Non. Donc on essaie quand même de faire des légumes. Les filles n'aiment pas trop ça, mais bon, c'est pour leur santé, quoi. Les parents de Capucine ont banni la viande de bœuf haché de l'alimentation de leurs filles. Non. On a toujours les menus donc, du collège ou de Capucine. Et puis quand on voit boulette de bœuf ou hamburger, et ben, je demande à la directrice qu'elle lui commande un autre menu. C'est nous qui avons pris cette décision. Hein. Capucine, elle n'a pas de régime particulier, elle a juste des recommandations, donc des menus très peu salés, de la viande 3 fois par semaine. Mais nous, en tant que parents, on a tellement vécu des choses difficiles qu'on préfère maintenant prendre les précautions nécessaires. Cet épisode douloureux, c'est la longue hospitalisation de Capucine, alors qu'elle avait seulement 2 ans. Ma maman elle m'a raconté, je regardais tout le temps Pinocchio dans la chambre et qu'elle venait me voir tous les jours. Puis que je jouais souvent, puis que j'avais des tuyaux dans le ventre. Je me souviens que de ça. Ça a commencé juste avant la rentrée scolaire, avec des symptômes de gastro-entérite. Et on a donc allé chez le médecin qui lui a donné un traitement contre la gastro-entérite. Et finalement, les symptômes ont continué avec apparition de sang dans les selles. 3 jours plus tard, Capucine ne va pas mieux. Ses parents l'emmènent aux urgences de Belfort. Pour eux, c'était une gastro avec déshydratation. Mais durant la nuit, elle souffrait beaucoup, en se plaignant, en gémissant. Et le matin, ils se sont rendus compte que dans ses couches, il n'y avait pas d'urine. L'absence d'urine signe une atteinte des reins. Le diagnostic est posé. Il s'agit d'un syndrome hémolytique et urémique, dit SHU. Une affection très grave qui atteint les reins, le sang et parfois le cerveau. Capucine est transférée à l'hôpital de Besançon. Pour Françoise, sa mère,
le souvenir est encore vif. Arrivée là-bas, donc j'étais toute seule pendant son transfert, puisque juste un parent pouvait monter dans l'ambulance. Et donc effectivement, j'étais toute seule avec elle, et le temps que les infirmières s'en occupent, c'est vrai que le néphrologue dans la salle d'attente nous a dit que peut-être elle mourrait. Voilà. Capucine est placée sous dialyse pendant 11 jours et subit 3 transfusions sanguines. Une analyse de ses selles montre la présence d'une souche pathogène de la bactérie Escherichia coli, particulièrement redoutable chez les jeunes enfants. Le médecin nous demande qu'est-ce qu'on a pu manger durant la semaine précédente. Donc là, nous, on nous met sur la piste du lait cru, des fromages au lait cru et des steaks hachés, puisque la bactérie Escherichia coli arrive principalement de ces 2 aliments. Donc effectivement, on a mangé un steak haché qui était congelé la semaine précédant le diagnostic. Un simple steak haché, pas assez cuit pour détruire la bactérie Escherichia coli. Et pour Capucine, des séquelles à long terme. Si elle semble aujourd'hui en pleine santé, l'intoxication a abîmé ses reins. La petite fille a un traitement à vie pour éviter une greffe et un suivi médical régulier. On se sent un petit peu coupable, parce qu'on se dit que c'est nous qui donnons à manger à nos enfants. On essaie de choisir les meilleurs produits et pour autant, on peut passer à côté de certaines choses. Si le cas de Capucine était isolé dans sa région, des intoxications à plus grande échelle font régulièrement les gros titres. 7 enfants hospitalisés ce soir à Lille en raison d'une contamination par la bactérie E. coli. Ces intoxications auraient-elles pu être évitées ? Comment les industriels limitent-ils les risques de contamination de leur viande ? En Vendée, une entreprise de découpe de viande nous a ouvert ses portes. Dans ce frigo sont stockées les carcasses de vaches, prêtes à être transformées pour le consommateur. Aux côtés du directeur de l'établissement, Gladys Joly, la directrice qualité. À la livraison, on va regarder si la carcasse elle est souillée, si elle présente des corps étrangers, etc., etc. On va vérifier la température à la livraison pour une question de chaîne du froid. La traçabilité également, si la carcasse présente bien un numéro de lot, et c'est pour chaque bête. Voici un quart de carcasse. Première phase de découpe, un corps à corps avec la bête. C'est les découpes, on va dire, de gros, entre guillemets. Il entame donc le collier et la basse-côte, comme vous le voyez, là, qui est attenant. Donc là, il est en train de préparer l'épaule. Dans cette entreprise, les règles d'hygiène sont drastiques. Les opérateurs sont habillés comme dans un bloc opératoire. Leurs gants et tabliers changés régulièrement. À tout moment, la viande est à la merci d'une contamination biologique. L'opérateur peut apporter des germes sur les carcasses, et puis une carcasse peut être contaminée, et si on ne fait pas attention à l'hygiène, on peut contaminer notre carcasse, et ainsi de suite. Des précautions qui valent pour toute la chaîne. Il faut travailler dans le froid et surtout aller vite. 1 heure à peine doit s'écouler entre le début de la découpe et la mise des pièces sous vide. Et chaque jour, c'est le laboratoire entier qui doit être désinfecté. Les outils, les machines, je dirais les plafonds, les murs, les sols, le nettoyage, désinfection dure 5 heures chaque après-midi. Derrière cette porte, l'atelier qui requiert toutes les attentions. Je vous demanderai d'être très prudent à tout point de vue au niveau hygiène. C'est la partie, je dirais, la plus sensible de l'outil de prestation. C'est là que sont fabriqués les steaks hachés. Le produit est extrêmement fragmenté. Évidemment, ça augmente la surface de contamination. Donc, automatiquement, la viande hachée sera plus sensible, je dirais, à un développement bactérien. Alors, cette viande hachée est sous haute surveillance. Une prise de température régulière et des prélèvements à chaque lot. Ici, un lot, c'est la viande tirée d'une seule et même carcasse. On fait un prélèvement de 5 échantillons
pour rechercher la flore totale, salmonelle et Escherichia coli. Et ces prélèvements, on va ensuite les envoyer au laboratoire extérieur qui va nous faire ces analyses. Et qu'est-ce qui se passe si vous avez des mauvaises analyses? Eh ben, tout dépend quels germes sont mauvais. Après, si c'est salmonelle, c'est gestion de crise. On constitue une équipe et puis on rapatrie le produit. Le temps que le laboratoire livre les résultats de ces analyses, le produit est parfois déjà parti vers le consommateur. Ça veut dire qu'il y a un risque inhérent en fait, puisque vous libérez une viande qui n'a pas été totalement validée. Enfin, on a plein de mesures avant qui nous permettent justement d'éviter d'être confrontés à ce risque-là. Donc le risque est très faible finalement. Pas de risque zéro donc, même si les bonnes pratiques sont respectées à la lettre. Merci. Mais toutes les entreprises de production de viande sont-elles aussi vertueuses? Ancien employé de l'agroalimentaire, Pierre Inard témoigne d'une toute autre réalité. Désormais bien loin des industriels, il élève dans sa ferme à côté de Nantes une trentaine de vaches salaires. Allez. De 2006 à 2008, cet ingénieur agronome a été responsable qualité d'une société d'abattage et de découpe de viande, une entreprise au rayonnement national. Elle livre tout le bottin de l'agroalimentaire, la grande distribution, Auchan, Système U, Carrefour, la restauration commerciale type Flunch, mais aussi le sucru, William Saurin. Dans cet établissement, Pierre Inard raconte avoir découvert des pratiques peu ragoûtantes sur des lots de viande invendus et retournés par certains distributeurs. Des viandes qui étaient complètement HS et qu'il fallait mettre à la destruction, donc je les faisais mettre en destruction. Et je redécouvrais de temps en temps que ces viandes-là étaient retravaillées, redestinées à un deuxième client, souvent un traiteur industriel. Les techniques pour frauder, ils font un parage de surface, c'est-à-dire vous enlevez tout ce qui est trop décoloré et suspect, jusqu'à retrouver une matière qui a une couleur un peu plus normale, sauf que le mal est dans la matière. Et bien entendu, tout ça se faisait sans contrôle bactérien avant renvoi, rien n'était fait. Selon Pierre Inard, la viande était même parfois recongelée. En juillet 2008, un restaurant Flunch, client de l'entreprise, envoie une photo de viande avariée. Quand ils l'ont mis donc en décongélation, là c'est la viande normale, donc un carton juste d'à côté, le même jour, et elle a deux steaks de l'eau qui sont avariés. Pierre Inard raconte avoir tenté de rétablir des pratiques responsables au sein de l'entreprise. En vain, il finira par être licencié. La conscience de la santé de l'autre, on s'en fout. C'est-à-dire que quand je ramenais au directeur commercial de dire « Mais attends, en face, tu as des enfants », je lui dis « Mais imagine, ça peut se retrouver dans une cantine », notamment chez Flunch. Donc on a eu des intoxications, des gens qui déclaraient vomir alors qu'ils étaient à moitié de la consommation du steak. C'est juste dire la dose d'imprégnation des bactéries pathogènes que pouvait contenir la viande. Plusieurs années passent avant que le témoignage de Pierre Inard soit pris en considération. Depuis, 3 cadres de l'entreprise ont été mis en examen pour tromperie sur la marchandise et Pierre Inard a écrit un livre. Ce qu'il y dénonce, c'est un véritable système mafieux, incluant les services vétérinaires mandatés par l'État, présents dans l'abattoir. L'inspecteur vétérinaire était corrompu. Sur les 12 techniciens vétérinaires, 2 faisaient leur boulot, c'est-à-dire que quand ils repéraient des choses anormales, ils lâchaient pas l'affaire et la faisaient remonter. Le problème, c'est que leur inspecteur ne suivait pas. Et les 10 autres, ils tournaient la tête systématiquement en se disant bon. Ce que dénonce Pierre Inard relève-t-il du cas particulier? Quel est, sur le terrain, le rôle de ces services vétérinaires dont la présence est obligatoire à l'abattage des animaux? Difficile de faire entrer une caméra dans un abattoir. Cette entreprise de Saône-et-Loire a accepté de jouer la transparence. « 71 25 28, non testable,
Le contrôle commence ici, à la réception des bêtes. 71 26 01. Femelle charolaise. Et déjà, chacun son rôle. 98 36. Patrick Roussel est employé par l'entreprise. Il mène les bêtes jusqu'à l'abattage. Marie-Christine Tissier-Bourly, elle, est technicienne vétérinaire, représentante de l'État. C'est elle qui donne le feu vert. Moi, j'ai pas vu d'anomalie, ni de boiterie, ni de plaie, ni de... Voilà, qu'elles sont bonnes à être abattues au niveau santé animale. Et après, lui, le contrôle qu'il m'a fait, Patrick, en antemortem, ça me dit qu'au niveau documentaire et l'attestation carte verte, c'est bon aussi. Seuls les bovins ne présentant aucune maladie apparente sont ensuite emmenés jusqu'à l'abattage. Le docteur Olivier Ayot est vétérinaire inspecteur, agent de l'État. Il est ici responsable chaque jour de l'inspection sanitaire sur l'ensemble de l'abattoir. Première étape, s'assurer que les opérateurs travaillent correctement. Leurs gestes requièrent une grande précision, sans quoi la carcasse, et donc la viande, risque d'être contaminée par des bactéries. En abattoir, il y a deux grandes étapes critiques où une majorité de souillures peuvent apparaître. Donc soit au niveau de l'arrache-cuir, que vous avez ici, soit au niveau des viscérations. Comme le tube digestif contient des matières fécales, donc une grande quantité de bactéries, si les viscérations se déroulent mal, ces bactéries peuvent tout à fait passer du tube digestif sur l'animal. Mais le rôle de l'inspection vétérinaire va plus loin. Au cœur de la chaîne, il faut vérifier que l'animal abattu ne présente aucune anomalie. David Cadeau fait lui aussi partie des services vétérinaires. Son rôle est d'ausculter les abats de chaque bête à la recherche du moindre signe de maladie. Là, il est en train d'infuser les masséters, donc les muscles des joues du bovin. Alors la vocation de cette inspection, c'est la recherche de la cysticercose, le ver solitaire. Là, strictement, on recherche une maladie animale qui est transmissible à l'homme. Quand une lésion est détectée, tout l'enjeu est de savoir si elle est circonscrite à l'organe ou si la maladie a contaminé la bête entière. Si on a des lésions plus complexes ou des lésions qui peuvent laisser supposer une conséquence sur toute la carcasse, dans ce cas-là, l'ensemble des abats, des sous-produits et de la carcasse sont mis en continu. David vient justement de trouver sur ce foie les traces d'une infection. Du coup, mon collègue va aller vérifier sur la carcasse qu'il n'y a rien du tout. Là. Je lui ai indiqué la carcasse, il va aller voir. À l'intérieur du collier du bovin, le technicien vétérinaire constate à son tour des signes suspects. Il y a des traces d'injection. Donc là, on va faire une demande à l'éleveur pour voir quel produit il a injecté. La carcasse est immédiatement sortie de la chaîne et emmenée dans ce frigo où sont consignées les pièces douteuses en attente d'analyse plus poussée ou de destruction. Pour l'éleveur, un manque à gagner potentiel de 3 000 €. Les carcasses qui, elles, ont passé toutes les étapes du contrôle sanitaire sont enfin estampillées. Elles peuvent partir sur la chaîne alimentaire. Alors le tampon que vous voyez là, il atteste que la carcasse a été inspectée, qu'elle a été reconnue propre à la consommation après cette inspection, et il atteste que l'animal a été abattu dans le respect de la réglementation. Des contrôleurs de l'État installés en permanence dans une entreprise privée au cœur même de la chaîne de production. Comment, à long terme, gardent-ils leur indépendance? On travaille ensemble tous les jours, toute la journée, mais on n'est pas amis pour autant. Il y a le professionnel et le contrôleur de l'autre côté. Dès lors que vous êtes positionné clairement et que vous avez fait passer ce message que vous êtes, que votre mission n'est pas une tare ni un poids, mais un élément moteur, vraiment quelque chose qui permet de vendre, parce que ça sécurise et ça rassure le consommateur, le client. Encore une fois, c'est plus une difficulté. Encore faut-il que ces agents de l'État soient en nombre suffisant sur le terrain, et ce, à toutes les étapes de la filière. En une dizaine d'années, le nombre de vétérinaires inspecteurs en France a baissé de 20%. Conséquence, un rapport de la Cour des comptes pointait l'an dernier un affaiblissement de leur contrôle dans les établissements et des sanctions insuffisantes. Au sein du ministère de l'Agriculture, à la Direction générale de l'alimentation, on réprouve les conclusions de ce rapport.
Nous le prenons en compte dans la politique que nous menons, mais nous ne validons pas pour autant les constats qui sont ceux des auditeurs de la Cour des comptes. Donc nous estimons que nous n'avons pas failli dans le domaine des contrôles sanitaires. Nous effectuons 90 000 inspections dans l'ensemble des établissements de la chaîne alimentaire, 300 000 contrôles en élevage et des dizaines de milliers de contrôles à l'importation. Nous pouvons affirmer malgré tout que la France est un pays qui offre pour la filière viande et les produits qui sont mis sur le marché en France un haut niveau de protection aux consommateurs. Le ministère a néanmoins stoppé l'hémorragie des effectifs. Il annonce même la création cette année de 60 nouveaux postes pour les contrôles vétérinaires. Au-delà des risques sanitaires liés à la transformation de la viande, il existe une autre menace sur notre santé, beaucoup moins visible, plus insidieuse. Elle est la conséquence de pratiques menées dans les élevages depuis les années 50. Qu'est-ce que vous pensez de la viande de veau? J'aime beaucoup ça, mais j'ai peur d'en manger à cause des piqûres qu'on leur fait tout le temps. Le veau, c'est maintenant une véritable industrie. On en élève chaque année en France 3 millions par des méthodes rationnelles. Pour qu'ils ne soient pas à la merci du premier microbe venu, les éleveurs leur administrent une bonne dose d'antibiotiques dans des aliments d'adaptation. Des antibiotiques. Depuis 60 ans, la plupart des élevages en ont fait un usage immodéré. Ce qui préoccupe aujourd'hui, ce ne sont pas les résidus de ces antibiotiques dans la viande, bien en dessous des seuils autorisés. L'inquiétude vient d'ailleurs. La surconsommation de ces médicaments a généré des phénomènes de résistance des bactéries. Au point que l'ANSES, Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, a fini par tirer la sonnette d'alarme. Les antibiotiques en prévention, il va falloir arrêter, et arrêter très vite, parce que on traite des animaux qui ne sont pas malades, donc on n'a pas vraiment besoin de les traiter. C'est une espèce d'assurance qu'on se donne, mais qui est une fausse assurance, parce qu'on va générer un environnement plein de bactéries résistantes qui va être défavorable aux animaux. La résistance des bactéries aux antibiotiques, c'est ce qui est surveillé de près dans ce laboratoire breton. Dans cette boîte, une bactérie Escherichia coli, prélevée sur les matières fécales d'un porc, a été soumise à 16 antibiotiques couramment utilisés, contenus dans ces 16 petits disques. Dans les zones où les bactéries ont poussé jusqu'au contact du disque, ce sont des bactéries résistantes, en fait, dont la croissance n'a pas été inhibée par l'antibiotique. Au contraire, les autres antibiotiques qui ont été testés sur cette boîte sont tous efficaces, puisque autour des disques qui sont imprégnés de ces antibiotiques, les bactéries n'ont pas poussé, montrant que l'antibiotique a tué la bactérie, en fait. Là où ça se complique, c'est que ces bactéries nouvellement résistantes chez l'animal peuvent transmettre leurs gènes de résistance à l'homme, notamment par la chaîne alimentaire. Ensuite, si ces gènes de résistance atteignent une bactérie pathogène, comme un staphylocoque, alors il devient très difficile de traiter les malades, puisque plus aucun antibiotique n'est efficace sur cette bactérie. La multiplication ces dernières années de ces antibiorésistances est devenue une préoccupation majeure de santé publique. Ce qui est très vraisemblable, c'est que c'est d'abord l'antibiothérapie chez l'homme qui est responsable des résistances des bactéries chez l'homme. Par contre, une petite partie ou une partie plus grosse, on ne sait pas le chiffrer, est liée à la chaîne alimentaire. Et nous, notre rôle, c'est de diminuer au maximum cette partie-là. Et pour que ces bactéries résistantes ne se retrouvent pas dans nos assiettes, c'est d'abord aux agriculteurs de revoir leur méthode d'élevage. L'urgence étant de limiter le recours aux antibiotiques. Dans la région de Clermont-Ferrand, Cédric Thiola élève 230 vaches salaires, dont 80 petits veaux destinés à l'engraissement. Salut Cédric, ça va ce matin? Fraîchement. Jacqueline Bastien, vétérinaire, accompagne Cédric depuis 20 ans. Viens. Allez, n'ayez pas peur. C'est rien. Allez, hop. Chut. Allez, bouge pas, petit tout. Ensemble, ils ont mis en place une stratégie de prévention des maladies. Et voilà. Allez, réunis ta vie.
Ça, c'est un vaccin contre les maladies respiratoires. Puisque dans l'élevage, on a eu, il y a quelques années, un épisode de maladie respiratoire. Et on a décidé de vacciner systématiquement les animaux chaque année pour éviter qu'ils soient malades. Donc, c'est déjà un premier point de la prévention. Éviter que les animaux soient malades, cela évite de les médiquer. Et dans certains cas, d'utiliser des antibiotiques, bien sûr. Allez. Allez, viens. Ce taureau vient d'intégrer le cheptel. Tu peux avancer comme ça, tu avances comme ça. Une prise de sang s'impose. Il faut vérifier qu'il n'est porteur d'aucune maladie transmissible à l'homme ou aux autres animaux. Allez, on va dire qu'il y en a assez. Vaccins, surveillance des risques épidémiques, tout est fait pour éviter les maladies et donc l'usage des médicaments. Pour Cédric, cette stratégie de prévention est aussi passée par un gros investissement, la construction de ce vaste bâtiment bien aéré. Un bâtiment qui est trop chargé en humidité, on va avoir de la condensation qui va couler par les poteaux. Et forcément, la condensation va se retrouver sur le dos des animaux et va se retrouver également sur la litière. Moins on a d'humidité, plus on a une litière bien entretenue et moins on aura de prolifération de microbes et moins de maladies. Avoir un problème sanitaire qui vous tombe comme un coup près et avec ça c'est une hantise en permanence pour un éleveur. Parce qu'on n'aime pas avoir ces animaux malades, tout simplement. Et des animaux moins malades, moins traités. C'est à l'autre bout de la chaîne, une viande de meilleure qualité. Même si certains industriels s'évertuent à redorer l'image de leur filière, les crises sanitaires ont rompu la confiance de nombreux consommateurs. Beaucoup d'entre eux ont fini par repenser la place de la viande rouge dans leur alimentation. Alors, assiste-t-on à l'avènement d'une nouvelle ère, celle où l'on produirait et consommerait de la viande autrement. Okay, everyone sitting here with bated breath is dying to see what's underneath the cloche. So, can you do the honours and lift the lid on your creation? En août 2013, à Londres, était présenté en grande pompe le premier steak burger créé entièrement en laboratoire. There's quite some intense taste. It's close to meat. It's not that juicy, but the consistency is perfect. C'est aux Pays-Bas, à l'université de Maastricht, que l'on trouve le créateur de ce projet fou. Mark Post est convaincu que son burger, surnommé Frankensteak, est la viande de demain. J'imagine qu'on finira par concevoir un appareil, un incubateur, qui permettra aux gens de fabriquer le steak chez eux. Au début du processus, il y a bien un animal sur lequel on prélève un morceau de muscle. Des cellules souches de muscles en sont isolées, puis cultivées en laboratoire dans un milieu nutritif. En quelques semaines, elles se divisent, se multiplient et s'agrègent en petits tubes de tissu musculaire. La suite nous est expliquée par ce film promotionnel réalisé par l'équipe de Mark Post. Les tubes sont placés dans une boîte ronde autour d'un axe fait de gel. Grâce à leur tendance innée à se contracter, les muscles vont s'agglomérer et former un anneau de tissu musculaire. À partir d'un seul morceau de tissu musculaire, cette technique permet de produire plus d'1 milliard de bandelettes de tissu. Et quand tous ces morceaux de muscles sont assemblés, on obtient ce qui était notre point de départ, du bœuf. Une production artificielle de muscles, de protéines animales, mais sans les inconvénients d'une vache. Les animaux ne sont pas vraiment performants pour transformer les protéines végétales en protéines animales. Ils ne sont juste pas conçus pour ça. Ils manquent de productivité.
Alors qu'avec notre procédé, on maîtrise tous les paramètres. Par rapport à l'élevage, nous estimons que cette technologie permettrait de réduire la consommation en eau et en terrains agricoles de 90% et en énergie de 60%. Nous serons ainsi plus respectueux de l'environnement et plus éthiques aussi. Cette matière organique, fabriquée in vitro, mérite-t-elle le nom de viande? Elle reste en tout cas sur l'estomac de certains experts. C'est triste le jour où on mangera la viande artificielle. Je sais pas, moi j'arrêterai de manger parce que bon, on mange pas des nutriments, on mange pas des aliments qui poussent. On mange des aliments qui ont du sens, qui ont de l'histoire, qui ont de la représentation, qui ont de la symbolique. Je mange un aliment parce que je sais que c'est du charolais qui vient d'une région que j'adore et quand je vois le producteur qui l'élève et les vaches qui ont l'air si bien dans leur pré, ça me fait envie. Et puis quand je sais la recette de ma grand-mère qui me fait des riz de veau, ça me fait plaisir d'y penser, de penser à ma grand-mère. Donc, quand j'ai mangé la viande in vitro, je ne penserai plus à ma grand-mère et ça va me désoler. Délicat d'abandonner des siècles de tradition carnivore. Mais quand les uns essaient de créer artificiellement de la viande, d'autres choisissent carrément de s'en passer. L'idée, c'est de vous proposer des recettes qui soient, très simples à réaliser chez vous et surtout à vous approprier. Ona Mayoko anime des ateliers de cuisine végétarienne. Aujourd'hui, il est question d'ingrédients susceptibles de remplacer la viande. Alors, on va commencer par le tempeh. C'est en fait des fèves de soja qui sont décortiquées, qui sont cuites et qui ensuite sont mises à fermenter. Pour les gens qui s'inquiéteraient encore, c'est très, très riche en protéines. Donc j'ai gardé volontairement le paquet pour vous dire que pour 100 grammes, on a 16,7 grammes de protéines. C'est presque comme un steak, quoi. On peut tout à fait remplacer la viande en trouvant des protéines ailleurs. Un régime végétarien associant céréales et légumineuses apporte les nutriments nécessaires. Mais dans la pratique, pas évident de renoncer au beefsteak pour du tofu. Cette séance, elle est vraiment là pour montrer aux végétariens débutants qui ne vont pas devoir se priver de leur plat préféré, traditionnel, et partager ce type de plat avec leur famille. Donc le séitan, c'est le plus bluffant parce que quand on le voit, on a l'impression de voir déjà un peu de la viande cuite. C'est qu'il a de la mâche, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui, visuellement et du point de vue de la texture et du goût, est très proche de la viande. C'est pour ça que ce soir, on fait un plat bien de chez nous. On va faire une blanquette. Une blanquette donc, avec du seitan, un drôle d'aliment d'origine asiatique, de la pâte de protéines de blé. Une fois noyé dans le plat, il fait illusion. Et profitez bien, bon appétit. Voilà. Mais son goût est-il à la hauteur? Ça n'a pas un goût de viande, bien sûr. Donc c'est vraiment un goût spécial séitan, mais c'est très bon, hein. C'est très très bon. Ces femmes se sont converties au végétarisme. Bannir la viande a été un choix d'ordre éthique. Effectivement, on a un produit qui est très bon, c'est très bon. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi, effectivement, c'est pas parce que je n'aimais pas, je mangeais du bœuf, même cru, tartare. Enfin, donc c'est pas une question de ne pas aimer, c'est pas le goût. C'est plus par rapport aux animaux et de me dire mais qu'est-ce qui nous donne le droit de les manger, tout simplement. Alors moi j'étais carnivore, vraiment carnivore. J'aimais beaucoup la viande, le lait, j'adorais ça. Ouais. Mais maintenant je peux plus voir un steak. Quand je vois un steak, je vois l'animal, quoi. Je peux plus, c'est impossible. Les végétariens représenteraient aujourd'hui en France 3% de la population. Pour eux, un régime sans viande n'est pas synonyme de privation. On peut donc être végétarien et fin gastronome. Je montre que c'est tout à fait possible de manger de façon hyper gourmande, absolument équilibrée et de façon gaie, créative et conviviale, en se passant de chair animale. À partir du moment où on trouve un grand plaisir dans ces recettes-là, vraiment on peut être heureux sans exploiter les animaux. Voilà, un agneau. Mais tout le monde n'est pas prêt à renoncer à ça. Donc on va enlever la partie du sacrum là. Chez la star des bouchers,
Yves-Marie Le Bourdonnec, on défend l'idée d'une viande d'exception. Et former à la découpe un jeune apprenti revient à transmettre un art. Quand tu es parallèle, tu fais un tracé. La dernière opération consiste à enlever le fin parchemin qui est au-dessus du gras. Tu laisses surtout le gras sur la viande. Ici, la viande est traitée comme un produit de luxe. Voilà. Voilà un steak idéal, composé de muscles et de gras. Ça va être extrêmement tendre, ça va être très goûteux, c'est très parfumé. Là, on sent les parfums. Et une viande de qualité pour Yves-Marie Le Bourdonnec, ça a forcément un prix. Vouloir brader la viande, c'est aller tout droit vers une viande industrielle de très mauvaise qualité. Regardez tous les modèles qui existent aujourd'hui, tous les modèles industriels de la viande sont là pour produire de la viande le moins cher possible et font de la viande de très mauvaise qualité nutritive, de très mauvaise qualité gustative et en même temps de très mauvaise qualité d'élevage qui sont nuisibles pour la nature et en même temps qui donnent des conditions d'élevage à nos animaux qui sont vraiment déplorables. Alors, le credo de ce boucher est simple et rejoint l'avis de nombreux experts. Moi, je pense qu'il faut manger la viande qu'on est capable de produire soi-même, hein, dans notre pays, avec notre paysage. C'est-à-dire avec des animaux qui sont capables de se nourrir de ce qu'il y a autour d'eux, eh bien, on aura une viande de bien meilleure qualité et on régulera notre consommation par ça. On aura une consommation forcément qui sera raisonnée. Raisonner notre consommation, soit manger moins de viande et de la meilleure viande.